j'ai été invitée pour vous parler du certificat médico-légal, certificat médical. Donc, comme l'ont dit mes collègues, donc l'établissement des certificats médicaux constitue un devoir déontologique, l'article 76 du Code de déontologie médicale, dont la finalité reste d'aider le patient à faire valoir ses droits. Donc, il impose à tout médecin amené à constater dans l'exercice de sa profession des lésions traumatiques pouvant résulter de violences volontaires ou involontaires provoquées par un tiers. Donc, la description précise de ces lésions initiales dans un certificat médical constitue la première étape du suivi de la maladie traumatique. Donc, je vais vous parler en particulier de ce qu'on fait nous à l'unité médico-judiciaire. Donc, depuis 2010, les unités médico-judiciaires ont été mieux organisées. Donc, pour Fort-de-France, on est une équipe de 3 médecins. Il y a 2 infirmières et 2 psychologues. Donc, leur vocation, c'est de répondre aux réquisitions judiciaires. C'est-à-dire que dans nos unités, nous répondons uniquement aux réquisitions du magistrat et du parquet. Donc, l'objectif est d'apporter le concours à la manifestation de la vérité avec une certaine neutralité par rapport au médecin traitant, qui, lui, a un lien affectif, qui peut avoir un lien affectif avec la victime. Donc, c'est dans cet état d'esprit que les victimes sont reçues à l'unité médico-judiciaire. Donc, elles vont porter plainte à la police ou à la gendarmerie. On leur remet une réquisition, un rendez-vous et on les reçoit. Donc, au cours de l'entretien, on va prendre en compte les doléances de la victime. On s'assure à leur arrivée de l'identité de la victime. On examine de manière complète la victime. On fait une description précise des lésions constatées. On prend très souvent des photographies. Souvent, c'est demandé dans les réquisitions, parfois non. C'est toujours avec l'accord de la victime et dans son intérêt. Donc, l'examen qu'on nous demande va nous permettre, nous, de déterminer, de différencier les lésions antérieures ou postérieures par rapport à l'acte violent considéré et de déterminer l'origine des lésions. C'est ce qui intéresse les magistrats. Il y a également, il faut prendre en compte également le retentissement psychologique. On consulte également le dossier médical, en particulier, comme l'avait dit mon collègue, le docteur Brousse, au niveau des urgences. On a un système informatisé qui nous aide énormément, puisque à l'arrivée de la victime, on peut déjà avoir toutes les notions de ce qui a été fait au niveau des urgences. Donc on a un partenariat qui est assez actif entre nos 2 services. Les questions principales qui nous sont posées au niveau des réquisitions, c'est surtout la compatibilité des lésions avec les faits allégués. C'est ce qui va aider le magistrat au niveau de la procédure judiciaire. Et en particulier, il faut qu'on puisse, dans la mesure du possible, c'est pas toujours le cas, mais c'est notre mission, déterminer si les coups sont portés, les blessures faites au moyen d'un objet, quel type d'objet, tranchant, ça peut être un objet contondant, piquant, ou est-ce que les coups peuvent être portés à main nue. Donc l'idée globale, c'est de savoir si les faits, les lésions sont compatibles avec les faits allégués. Et on va déterminer l'ITT au sens pénal. Je vais revenir un petit peu plus tard sur cette notion qui est très compliquée, très complexe, et qui est un grand sujet de débat. Voilà, donc ce certificat médical qui est établi chez nous à l'unité médico-judiciaire, contrairement à celui qui est établi au niveau des urgences, il ne sera pas remis directement à la victime. On le transmet de manière directe à l'autorité requérante, donc par fax chez nous et par voie postale. La victime peut l'obtenir par l'intermédiaire de son avocat, dans le cadre de la procédure. Voilà, donc quelque chose qui est très important, mes collègues l'avaient déjà dit, la rédaction d'un constat médico-légal au niveau de l'unité médico-judiciaire n'exonère pas le médecin sollicité par la victime de produire un certificat médical descriptif. Très souvent, on voit des victimes se présenter au niveau de notre consultation. Quand on leur demande s'ils ont vu un médecin, ils nous expliquent que le médecin a refusé. C'est un coup et blessure, il y a une agression, on veut pas. Ça nous regarde pas, il y a une espèce de peur au niveau de la justice et de quoi sera fait ce certificat. Il faut savoir que tout certificat médical, quel qu'il soit, est médico-légal. Donc quand on dit certificat médical et médico-légal, c'est quelque part c'est une absurdité puisque un certificat médical peut toujours se retrouver dans une cour au niveau du tribunal. Donc là, on a un vrai problème par rapport à ça. En tout cas, moi, de mon expérience, c'est ce que je constate. Il y a beaucoup de femmes. Bon, là, on parle des violences aux femmes, mais de nombreuses victimes qui se retrouvent devant un refus de leur médecin d'établir le certificat médical, considérant qu'ils ne sont pas légistes. C'est une erreur. Ils sont dans l'obligation de le faire. Ça ne les exonère pas. Il y a plusieurs raisons à cela qui peuvent motiver. Moi, j'en ai vu. Il y en a 4 essentielles pour moi. Il y a premièrement un délai légal de prescription.
Donc une victime, par exemple, qui va aller voir son médecin traitant au sujet d'une agression, va faire la démarche de se confier à son médecin traitant, mais elle va pas forcément avoir le courage d'aller à la police et à la gendarmerie. Il peut se passer plusieurs années, mais ce certificat médical, s'il reste, il reste valable. Donc c'est très important, puisque même avec ce certificat, une victime peut aller à la gendarmerie et à la police déposer plainte, même s'il n'y a plus rien, il n'y a plus de lésions. Donc c'est un certificat qui est fondamental, qui est très important. Donc, d'où le rôle fondamental des médecins spécialistes et généralistes qui voient des victimes. D'autre part, c'est un certificat donc qui peut être réalisé par des différents spécialistes et qui peut attester des lésions constatées. C'est votre parole contre le magistrat, si vous venez le voir, ou un policier ou un gendarme. Oui, je me suis fait agresser il y a 2 ans. Évidemment, il n'y a plus rien. À moins d'avoir un traumatisme majeur, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment des lésions qui vont être constatées par un professionnel de santé, donc qui vont avoir un poids au niveau de la procédure judiciaire. Donc troisième point, donc c'est la preuve de la matérialité des blessures. Donc peu importe qu'il y ait une ITT ou pas. Souvent les médecins ils ont peur parce que oh là là, il faut fixer l'ITT 8 jours, plus de 8 jours. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que tout ça veut dire. Donc on a peur, souvent les médecins, bon j'étais urgentiste avant, donc c'est vrai qu'on est toujours un peu perturbé, cette histoire d'ITT. On se dit, est-ce qu'on va bien la fixer ou pas? Quelles vont être les conséquences? Et se retrouver, on a tous peur de se retrouver en cours au tribunal à justifier quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, voilà, donc cette durée, donc elle va correspondre. Il y a un élément aussi fondamental qui fait que je pense que c'est indispensable que les médecins traitants puissent fixer, faire ce certificat médical, c'est la vulnérabilité. Au moment où l'agression s'est produite, la personne, la victime, était peut-être dans un état de vulnérabilité particulière. En particulier, on vient d'en parler, les grossesses. Je me suis fait agresser par mon conjoint, j'étais enceinte de 5 mois. S'il y a un médecin qui l'a constaté, gynécologue, ça a une valeur. Je peux porter plainte 1 an plus tard. Mais si j'ai pas de papier, rien qui le prouve, à ce moment-là, je ne suis plus en état de vulnérabilité puisque je ne suis plus enceinte. Donc c'est des choses qui sont importantes. Il y a l'âge, il y a aussi la vulnérabilité en raison d'une maladie ou d'une infirmité. Donc ça, c'est des éléments très importants parce qu'au niveau des procédures judiciaires, ce sont des éléments qui vont être aggravants, donc ils sont importants au niveau où il y a une déficience physique ou psychique. Donc d'où l'intérêt que tout le monde fasse, qu'il y ait un certificat médical établi, qu'on ne puisse ne plus voir des victimes qui se présentent en disant j'ai pas de papier, le médecin n'a pas voulu me le faire, il considère que c'est pas lui. Si tout le monde doit en faire. C'est pas forcément le même. Je vais vous expliquer pourquoi, d'où notre formation. Donc, le moment des constatations, alors un fait important, il doit pas être confondu avec celui des premiers soins. Souvent, pareil, on voit des personnes qui arrivent à l'UMJ avec un bras en écharpe, ils sont convaincus, ils sortent de la police ou de la gendarmerie, ils sont en état de choc aigu, donc ils se souviennent pas trop de ce qu'on leur a dit, il faut aller consulter. Alors pour eux, ils viennent à l'unité médico-judiciaire. Or, dans une unité médico-judiciaire, on ne fait pas de soins. C'est pas notre fonction première. Évidemment, si quelqu'un tombe devant nous, il y a un besoin urgent, on va agir. Mais ce n'est pas la fonction première d'une unité des médecins légistes. Donc, l'idéal, c'est de voir la victime à 24-48 heures de l'agression, dans notre cas. Sauf dans quelques rares cas. En particulier, les magistrats nous demandent de les voir le jour même quand il y a une enquête avec un garde à vue en cours. Un viol, oui. Ça, c'est les cas. Mais le viol, ils n'ont pas, à la limite, besoin de nous pour, fixer l'ITT. C'est pas l'objectif. Moi, je parle du certificat médical. Mais les prélèvements, voilà. Pour les prélèvements, donc il y a quelques cas, j'y reviendrai après, c'est des cas particuliers où, effectivement, on va voir les victimes très rapidement parce il va y avoir des preuves qui peuvent s'effacer. En général, les viols, ils les envoient directement, pour répondre à votre intervention, aux urgences gynécologiques. Oui. Oui, oui. Très souvent, parce qu'il y a une prise en charge pluridisciplinaire, ils les envoient directement. Voilà, certainement. Mais le problème de la médecine légale, elle est très différente d'un endroit à l'autre. En tout cas, pour l'instant, nous, on a une coopération étroite avec Monsieur Schob. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, on envoie l'unité médico-judiciaire, mais la majeure partie, c'est vrai que c'est lui. Maintenant, on envoie un tiers, en gros, au niveau des chiffres qu'on a regardé avec Monsieur Schob. Voilà. D'autre part, l'intérêt du 24 à 48 heures pour des agressions en dehors de agressions sexuelles et de viols, c'est par exemple parce qu'il y a certaines lésions qui ne se voient pas,
qui ne s'est pas pris un coup un jour dans sa vie, tombé, et finalement l'échymose apparaît 2-3 jours après. Donc c'est des gens qui viennent, s'ils sont pressés de consulter, on va les recevoir. Le problème, c'est qu'il va y avoir des lésions qui ne seront pas visibles et donc pas constatables. En tout cas, pas par le médecin légiste qui les verra ce jour-là. Donc on leur explique par contre qu'il se peut qu'il y ait des complications et à ce moment-là, ils peuvent revenir nous voir. Au niveau psychologique, cette petite latence permet aussi à certaines victimes de commencer à parler plus facilement, à se raconter, exprimer leurs dommages, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a des victimes, quand on les voit le jour même, elles sont dans un mutisme. Donc c'est vrai que le fait de laisser 24-48 heures, ça permet à la victime de plus facilement s'exprimer. Donc ce constat médical, c'est la première étape du parcours judiciaire. Donc c'est ce qui va faire passer la victime du statut de blessé à celui de plaignant. J'ai volontairement fait une petite partie sur l'incapacité totale de travail parce que c'est souvent la question qui revient le plus souvent. Je ne vais pas aujourd'hui vous apprendre à décrire la différence effectivement entre échymose, hématome, tout ça. C'est trop long. Mais par contre, c'est une notion qu'il faut essayer de comprendre parce qu'elle est très complexe. Donc, nous, on met une 50aine d'heures en capacité de médecine judiciaire rien que sur l'ITT. Parce qu'il y a tout le facteur psychologique. Donc, la complexité, c'est comment comprendre et faire comprendre que l'incapacité totale, elle est le plus souvent pas totale, et que l'incapacité de travail, elle ne concerne pas l'activité professionnelle et n'a pas valeur d'arrêt de travail. Donc très souvent, une ambiguïté, c'est que les gens confondent l'arrêt de travail et l'ITT. Donc ils viennent en disant, voilà, mon médecin traitant m'a arrêté 15 jours, je comprends pas, j'ai 4 jours d'ITT, pourquoi j'ai pas 15 jours d'ITT? Donc c'est très compliqué, parce qu'en fait, l'ITT, le code pénal ne définit pas l'ITT. C'est pas une notion médicale. Hein. L'ITT, c'est une notion juridique. Les magistrats pourraient fixer l'ITT. Ils ne le font pas, ils ne confient cette mission parce qu'ils n'ont pas tous les éléments pour pouvoir le faire. Et théoriquement, dans les textes, ils pourraient le faire. Hein. Donc l'ITT, c'est une notion donc juridique qui va permettre aux magistrats d'apprécier la gravité des violences exercées sur les personnes. C'est ce qui va permettre de qualifier l'infraction. C'est une notion très controversée parce que pour une même affaire, on va avoir plusieurs déterminations d'ITT. On en a une aux urgences quand ils arrivent aux urgences. Il y en a une du médecin traitant, il y en a une du spécialiste, et il y a la nôtre. Donc parfois, on a 4 ITT différentes. Ce qui est très compliqué pour le justiciable, parce qu'on a très souvent, nous, au niveau de l'unité médico-judiciaire, des appels de victimes qui ne comprennent pas. Voilà, docteur Y m'a fixé tant de jours d'ITT, vous m'avez fixé tant de jours. Personnellement, je leur explique l'ITT le jour même d'une consultation, très souvent. Dans des cas particuliers, quand je vois qu'il y a des ITT différentes qui ont été fixées, je leur explique directement pourquoi. Et 99,9% des cas, les gens finissent par comprendre et acceptent la différence de chiffres. Mais si on l'explique pas, ça amène des confusions et des complexités, puis les gens se sentent démunis. Donc, l'étendue et les limites de l'ITT, c'est la jurisprudence qui l'a fixée. Par exemple, au départ, on pensait que l'ITT, c'était la personne qui ne peut plus rien faire, plus bouger, aucun geste de la vie quotidienne. Il y a des arrêtés, par exemple, le 22 novembre 82, les magistrats de la Haute Cour ont considéré que l'ITT n'applique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères. Donc on a fait un pas en 82 où cette question se posait encore. On s'est rendu compte que l'ITT, elle était pas, le plus souvent qu'elle n'était pas totale. Il y a une autre décision avec 2 arrêts en 99 et un en date de 2001 qui ont apporté une petite notion supplémentaire. Le fait que l'expert ait indiqué une reprise intermittente mais cependant partielle ne signifie pas que l'ITT est cessé. Souvent, il y a des gens qui vont reprendre leur activité. C'est pas parce que l'activité a cessé que l'ITT est arrêté. Donc, en gros, si je devais résumer, l'ITT, c'est la gêne notable dans les actes de la vie courante qui est retenue. Alors, il y a beaucoup de recommandations, il y a des recommandations qui ont essayé d'être mises en place. En 2004, dans le cadre de violences dans le couple, la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice a mis en place un guide de l'action publique. Il y a aussi, en 2004, Durigon qui a écrit le livre « La pratique médico-légale » où à la fin du livre, il explique pour telle fracture, 5 jours d'ITT, etc. En 2005, le ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité a fait un communiqué avec un livre « Lutte contre la violence au sein du couple » en mettant des critères pour fixer des ITT.
Comme je vous l'ai expliqué, l'ITT, elle doit être expliquée à la victime. On doit toujours lui expliquer, pouvoir en tout cas l'expliquer, et lui dire que cette évaluation ne remet pas en cause la durée de l'arrêt de travail, éventuellement prescrit, qui constitue une incapacité professionnelle. Ce sont deux choses complètement différentes. La particularité de l'ITT, elle n'est pas que somatique, sinon ce serait plus simple. On ferait un tableau, fracture de tant de jours, etc. C'est que l'ITT, elle doit prendre en compte les troubles physiques et psychiques. Et là, on est dans un domaine beaucoup plus compliqué. Et elle ne doit pas dépendre du courage. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental, ou de la situation sociale du plaignant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se présenter avec un hématome périorbitaire, qui n'ont pas le choix, sont obligées d'aller travailler. Mais si elles pouvaient, elles resteraient chez elles parce qu'elles ont des hématomes plein le visage. Donc tout ça, le courage, je pense... Alors c'est pareil, hein, ça c'est des données controversées, on n'est pas tous d'accord, mais je pense que l'évaluation de l'ITT ne doit pas dépendre du courage. Une femme qui a des enfants en bas âge, qui doit les emmener à l'école, elle est pas bien, elle préférerait rester chez elle, elle n'a pas le choix, elle finit par sortir, elle n'a pas le choix. Donc c'est pas parce qu'elle sort, qu'elle emmène les enfants à l'école qu'on doit considérer que l'ITT est nul. D'ailleurs, l'ITT à 0 jour, c'est théoriquement, alors là aussi c'est controversé, on n'est pas tous d'accord, je considère que dans un cas d'agression avérée, une ITT de 0 jour, c'est pas justifié. Ça prend pas en compte le traumatisme. Par définition, parce qu'elle est obligée d'aller aux IMJ. Comme elle est obligée d'aller tout à fait, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ITT à 0 jour qu'on voit encore. Voilà, malheureusement. Mais voilà, ils sont obligés de venir à l'UMJ, ils veulent aller au commissariat porter plainte. Ça voudrait dire que si on prenait en compte l'ITT tel que c'était défini, incapacité totale de travail, la moindre personne qui se déplace au commissariat, elle aura une ITT de 0 jour, puisqu'elle elle est partie au commissariat. Donc voilà, moi je défends l'ITT, je comprends pas qu'on puisse mettre des ITT à 0 jour, mais c'est encore des débats. Voilà. Donc la situation sociale aussi du plaignant, c'est important. Il y a les personnes qui peuvent rester chez eux parce qu'il y a le chauffeur pour amener et il y a ceux qui n'ont pas le choix. Donc ça aussi, c'est important. Financièrement, celui qui est aisé peut rester chez lui, c'est pas grave. S'il a un arrêt maladie, il n'a pas de problème financier. Et puis il y a la personne qui n'a pas le choix, qui est artisan, qui est pêcheur, qui est obligé d'aller travailler parce que sinon, il n'y a rien qui rentre. Donc voilà, je pense que c'est très important. Donc dans l'interrogatoire et dans la discussion qu'on a avec la victime, pour ça que ce sont des consultations qui sont quand même particulièrement longues dans certains cas, parce qu'il faut apprécier tous ces paramètres. Sachant que nous, donc au niveau de l'évaluation des troubles physiques et psychiques, on peut demander, alors quand c'est des choses simples, on va l'évaluer, quand ce sont des choses plus compliquées, donc c'est un retentissement psychologique qui est effectué par un psychologue ou par un psychiatre. Pédopsychiatre très compliqué, il n'y en a pas beaucoup dans l'île, donc c'est un sujet très compliqué. Les expertises pédopsychiatriques, on a un grand souci par rapport à ça, donc à nous d'évaluer comme on peut l'aspect psychologique. C'est très difficile. Voilà, donc l'examen particulier, il faut qu'il soit précis, ce que m'ont dit vos collègues. Donc l'utilisation des termes médicaux, comme disaient mes collègues, doit être adéquat. Il ne faut pas confondre hématome et chymose. Souvent, on voit des certificats, mais ça, c'est pareil, c'est le problème de la formation médicale. Le cursus de médecine légale dans les 6 ans de médecine générale, il est très, très court. Donc, on n'apprend pas à différencier les lésions, à les décrire. Donc, souvent, les médecins qui n'ont pas fait des formations particulières de médecins légistes se retrouvent à pas faire la différence entre l'hématome, les chymoses. C'est pas un reproche, c'est nos études qui sont pas axées là-dessus. Donc, ça demande une formation particulière. C'est pour ça que souvent, nous, on s'organise, en tout cas avec mes collègues urgentistes et mes collègues de l'AREA, pour que, quand il y a des demandes du parquet, il faut une constatation simple des lésions et nous, on les voit après. Comme ça, il n'y a pas d'équivoque. Donc ça, c'est très important. Les localisations anatomiques, ça doit être évité quand elles sont approximatives. Il y a une plaie au niveau du bras droit. C'est trop vaste. Donc ça, les localisations anatomiques, c'est très important, surtout pour les armes blanches et les armes à feu. Puisque derrière, au niveau des magistrats et au niveau de la cour d'assises, sont des données qui vont être importantes, donc bien mesurées. Par exemple, une plaie par arme à feu, si on a un projectile, il faut toujours qu'on ait des repères osseux, donc des repères qui vont pas évoluer, un repère par rapport à la ligne médiane et par rapport à la sole plantaire. C'est-à-dire que quand vous décrivez pour un magistrat des lésions, il faut que sans voir l'individu, on puisse situer de manière exacte l'endroit de la lésion. Donc il faut être très précis.
Ça aussi, ça demande un examen clinique long. Nos collègues urgentistes n'ont pas le temps de faire ça. Ils sont là pour faire les urgences. Donc, c'est pour ça qu'il y a une consultation particulière chez nous, que c'est important de les voir. Puisque nous, on va prendre plus de temps, on va pouvoir mesurer de manière très précise les lésions. Et autre chose, il faut apprécier la gêne fonctionnelle. Il ne s'agit pas tout simplement de décrire dans les certificats médicaux ce qu'on voit. Il y a aussi la gêne fonctionnelle qui est entraînée. On peut avoir une plaie sans gêne fonctionnelle et vice-versa. Très important pour la suite. Voilà, donc quelques cas particuliers. Donc il y a les traumatismes faciaux. Il faut prendre en considération l'atteinte à la vie de la relation. Quelqu'un qui a pris un coup de poing, hématome périorbitaire, va sortir parce qu'elle n'a pas le choix, donc, mais qui a envie de sortir avec un hématome périorbitaire? Pas grand monde. C'est qu'il a un hématome périorbitaire et une victime musculaire, il va mal dormir, il gêne comme ça. Non, parce qu'il y a des gens qui ont des ecchymoses, qui n'ont pas de gêne visuelle. Hein. Ah bah oui, non mais il faut qu'il y ait une gêne visuelle. Il faut que ça soit un hématome obstructif. D'accord. Non, mais là je parlais pas de celui-là. Je parlais de l'atteinte à la vie de la relation, c'est-à-dire la personne qui a juste pris un coup de poing, qui a une ecchymose, qui va être gênée au niveau esthétique, par exemple. On est gêné parce que les questions qui vont être posées dans la vie, l'atteinte à la relation. Il n'y a pas forcément de trouble visuel, heureusement, parce que sinon les ophtalmos seraient débordés. Heureusement. Et heureusement pour les femmes, quand même. Donc les violences répétées, alors c'est souvent au sein du couple. Donc dans les violences répétées, il y a un retentissement psychologique qui est important, qui est très à prendre en considération. Les agressions sexuelles, donc faut savoir, donc le viol est un crime. Donc l'ITT, elle est complètement inutile dans ces cas-là. Hein. L'ITT, si une femme s'est fait violer, c'est pas il n'y a pas lieu de fixer une ITT. Hein. Voilà, les violences réciproques. Alors les violences réciproques, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir faire la part des lésions. Quelqu'un vous agresse, pour vous défendre, vous lui mettez un coup de poing, vous fracturez le 5e méta au niveau de la main. Quel est de l'ordre de l'agression? Quel est de l'ordre de l'agresseur? Ou par exemple, deux personnes qui se battent, on n'est pas d'accord, ils se battent. Il y en a un qui va mettre un coup de poing à l'autre, qui vient en tant que victime. Nous, on ne voit que des victimes chez nous. Hein. Même les agresseurs, ils sont agressés aussi. Donc, ils mettent un coup de poing, ils se fracturent. Pour me défendre, je mets un coup de poing à la personne. J'ai une fracture de la main. Au niveau de l'ITT, c'est quand même moi qui ai mis le coup de poing à la personne. Et je viens en tant que victime. Donc il faut faire la part des choses, là aussi, quand on fixe notre ITT. Les jeunes enfants, je ne vais pas en parler, c'est trop long. La maltraitance enfant, on pourrait en parler pendant des journées. Voilà, donc par rapport, alors juste un petit mot quand même pour les jeunes enfants, par rapport aux violences faites aux femmes, qui sont souvent, alors on a souvent ce problème, c'est-à-dire que les femmes viennent nous voir, elles sont victimes d'agressions, et c'est vrai qu'elles nous demandent par rapport aux enfants. Donc il faut savoir que dans les unités médico-judiciaires, tant que la personne n'a pas porté plainte, on ne peut pas les recevoir. Donc là, c'est assez problématique. Donc souvent, nous, on les oriente. On a une équipe de psychologues qui vont les orienter, d'infirmières, qui vont orienter donc les mamans pour qu'elles puissent trouver des solutions pour leurs enfants. Voilà, donc en gros, je résume, même si elle n'a pas d'intérêt donc pour le patient, son évaluation, l'ITT concrètement, le patient, il n'y a aucun intérêt pour lui, hein, au niveau médical du terme, hein, c'est au niveau juridique. Donc ça va permettre en fait de qualifier la qualification de l'infraction pénale. Donc en gros, pour résumer, en matière de violence volontaire, on est à 8 jours. Moins de 8 jours, c'est le tribunal de police. Plus de 8 jours, c'est le tribunal correctionnel. Pour les violences involontaires, c'est 3 mois à la limite. Moins de 3 mois, plus de 3 mois. Donc souvent, les magistrats, ce qui les intéresse, c'est on est plus ou moins de 8 jours ou plus ou moins de 3 mois. En gros, si on leur met 7 jours ou 8 jours, voilà, il faut qu'on tranche. C'est ça, il faut pouvoir trancher. C'est la difficulté, parce qu'il y a quand même des conséquences. Hein. Alors après, il y a tous les facteurs aggravants qui vont s'ajouter à cela. Mais voilà, notre rôle, ça va être quand même de trancher à un moment ou à un autre. Hein. On ne peut pas se réfugier sur le 8 jours ou le 3 mois pile poil. Hein. Voilà. En conclusion, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut aboutir à un barème? Les avis sont partagés parce que le barème, il pourrait pas prendre en considération le retentissement psychologique.
l'atteinte à la vie de relation et les violences répétées. Donc c'est pas possible, il peut pas y avoir de barème. Soit cette notion d'ITT elle est supprimée et remplacée par autre chose, mais elle peut pas, un barème paraît très compliqué. Donc il y a encore des travaux sous l'égide de la Direction générale de la santé, l'Inspection générale des services judiciaires, l'Inspection générale des affaires sociales, qui essayent d'établir des barèmes. En gros, moi je retiendrai une seule chose en conclusion, c'est qu'il importe pour le médecin non seulement de se convaincre lui-même de l'ITT qu'il a fixé, mais de motiver suffisamment son appréciation pour convaincre le magistrat de la cohérence de celle-ci pour limiter le risque de contestation par l'auteur des violences. Donc en gros, une ITT, quand elle est fixée, si elle est fixée, alors le médecin traitant n'est pas obligé de la fixer. Il peut très bien faire une description des lésions sans fixer d'ITT. L'ITT sera fixée à l'unité médico-judiciaire, donc il faut pas qu'il se casse la tête par rapport à ça. Il fixe. Nous, c'est ce qu'on fait avec les réanimateurs, par exemple. On s'est mis d'accord avec le service de réanimation. Ils ne fixent pas d'ITT. Quand c'est dans des cas où le magistrat leur demande directement, ils font un descriptif de ce qu'ils ont fait et ils nous les renvoient. Comme ça, ils sont tranquilles, ils n'ont pas fixé d'ITT. Il faut savoir que pour les médecins légistes, quels qu'ils soient, le plus important, c'est de pouvoir justifier son ITT. C'est pas tout d'écrire un chiffre, il faut être capable de défendre son ITT devant un tribunal et surtout devant un avocat. Voilà. Si on a suffisamment d'arguments, on a un examen clinique complet, avec un retentissement psychologique qui est étayé, on peut justifier son ITT. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'il faut se baser. Voilà.